Bonjour Monsieur Jacob. Bonjour. Vous êtes directeur de la Banque de France en Seine-et-Marne. Tout à fait. Quel a été votre parcours et quel est votre rôle au sein de cette Banque de France? D'accord. Alors, moi, je suis entré à la Banque de France en 1990. Donc, j'ai eu une carrière assez diversifiée puisque j'ai travaillé à la fois au siège et à la fois dans le réseau. Au siège, j'ai déjà travaillé pendant pas mal d'années dans le domaine du contrôle bancaire. Ensuite, j'ai travaillé également à la direction financière, à la direction comptable. Et dans le réseau, j'ai travaillé sur la cotation des grandes entreprises. Et depuis 2021, donc, j'ai l'honneur de diriger cette succursale d'une trentaine de personnes qui, en fait, travaille sur ce qu'on appelle les services à l'économie, à la fois vis-à-vis des entreprises, des particuliers et un certain nombre d'autres acteurs locaux comme les CCI, la préfecture, la DDFiP, etc. Justement, les services à l'économie et à la société constituent votre principal domaine d'activité. Comment cela se traduit-il concrètement? Alors, les services à l'économie, c'est principalement trois gros domaines. D'abord, le premier domaine, c'est celui des entreprises. Plusieurs activités. L'activité maître, c'est la cotation des entreprises. On cote 500 000 entreprises au niveau national, 6 000 au niveau départemental de la Seine-et-Marne. On cote potentiellement aujourd'hui toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros hors taxe. Alors, cette cotation, historiquement, c'était pour faire du réescompte. Aujourd'hui, elle est utilisée pour déterminer les crédits qui peuvent être donnés en garantie par les banques pour se refinancer auprès de l'Eurosystème. Elles peuvent être utilisées également pour calculer pour les banques les exigences en fonds propres qu'elles doivent respecter au regard de la réglementation française et européenne. Et puis, elles sont utilisées plus généralement par les banques pour avoir de l'information économique sur les entreprises potentiellement qu'elles ne connaissent pas. On fait également des enquêtes de conjoncture, c'est-à-dire que tous les mois, on interroge un certain nombre d'entreprises, toujours les mêmes. On a en Seine-et-Marne à peu près 100 informateurs, 1000 au niveau régional. Au niveau de la France entière, c'est plusieurs dizaines de milliers. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Et ces enquêtes de conjoncture, elles nous permettent de prendre un petit peu le pouls de l'économie, de savoir ce qui va bien, ce qui va moins bien, comment les choses évoluent. Et elles se traduisent par des prévisions en termes de croissance, en termes d'investissement, en termes de prix. Et elles sont très utiles notamment pour orienter les décisions qui sont prises en matière de politique monétaire. Mais elles sont diffusées également tous les mois auprès du public. Et là aussi, je crois pouvoir dire qu'elles sont assez appréciées pour tous les décideurs publics et privés. Et puis, les entreprises, c'est également ce qu'on appelle l'accompagnement des entreprises. Alors, comment est-ce qu'on accompagne les entreprises? Comment est-ce qu'on les aide? De plusieurs façons. D'abord, il y a la médiation du crédit. Si une entreprise a des difficultés dans ses relations avec les banques, elle a la possibilité de nous saisir. Et à ce moment-là, on essaye de trouver un accord, un terrain d'entente avec l'ensemble des banques avec lesquelles elle travaille. Elle peut également contacter le correspondant TPME. Donc c'est quelqu'un qui leur donne un certain nombre d'informations par rapport aux difficultés qu'il peut avoir en termes de financement, les différents acteurs qu'il peut saisir, la réglementation applicable, etc. Et puis, on met également à disposition des entreprises, gratuitement, un applicatif d'autodiagnostic, qui s'appelle Opal, et qui lui permet de se situer par rapport aux entreprises de son secteur, aux entreprises de taille comparable. Et là aussi, c'est quelque chose, je crois, qui peut lui être utile dans le pilotage de son activité. Donc voilà, ça c'est toute la partie entreprise et vous voyez que ça fait quand même déjà pas mal d'activités. Alors justement, on peut compléter sur les entreprises. Quelle est la situation
des entreprises en Seine-et-Marne Oui. actuellement. Est-ce qu'elle s'est améliorée depuis le début de cette année ou est-ce qu'elle est toujours délicate? Quelle est la situation actuelle? Alors, pour être tout à fait franc avec vous, la situation des entreprises telle que nous, on peut l'apercevoir en Seine-et-Marne, comme dans l'Île-de-France et probablement beaucoup de départements français, c'est un petit peu dégradé au cours des derniers mois. Alors, ça se comprend assez facilement, il y a quand même une succession de chocs. Il y a d'abord eu le choc du Covid. Rappelez-vous, une activité quasiment à l'arrêt pendant de très longs mois. Les entreprises s'en sont sorties parce qu'elles ont bénéficié de beaucoup d'aides, le chômage partiel, les fonds de solidarité et aussi les fameux PGE, les prêts garantis à l'État, qui ont rechargé leur trésorerie. Mais maintenant, ces PGE, il faut les rembourser. Donc ça, c'est première source de difficulté. Ensuite, il y a eu, rappelez-vous également, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle a relancé l'inflation. Ça a commencé par les matières premières, l'énergie, et puis après, l'inflation s'est diffusée un peu sur tous les produits, y compris les services qui sont produits localement, et du coup, les banques centrales ont été obligées de relever assez brutalement les taux d'intérêt. On est passé de quasiment 0 à 4% en quelques mois. Donc ça a été un deuxième choc. Donc évidemment, un certain nombre d'entreprises ont souffert de toutes ces difficultés successives. Et oui, effectivement, en Seine-et-Marne comme ailleurs, les défauts, les défaillances sont remontées en partant d'un niveau très très bas, parce qu'en 2020, au moment du Covid, avec tous les PGE qui avaient été accordés, toutes les aides qui avaient été mises en place, il y avait quasiment plus de défauts. Donc, il y a eu une espèce de rattrapage qui s'est opéré depuis la sortie du Covid, 21-22. D'après les dernières statistiques, on a retrouvé, en termes de défaillance, un niveau qui est à peu près comparable à celui, voire un petit peu supérieur à celui qu'on avait avant la crise. Alors, je vais être très prudent, mais les tout derniers chiffres laissent penser qu'on a peut-être atteint un pic et que maintenant le nombre de défaillances ou le nombre de défauts n'augmente plus trop ou n'augmente plus au même rythme. Et là aussi, il y a des explications assez rationnelles qui peuvent l'expliquer. La bataille contre l'inflation est en train d'être gagnée. C'est-à-dire que maintenant, la hausse des prix retrouve un niveau à peu près égal à celui qu'on s'était fixé, c'est-à-dire l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire environ 2%. Et les taux d'intérêt ont commencé à baisser. Il y a eu une première baisse des taux d'intérêt au mois d'août. Il y a eu une deuxième baisse là récemment au mois de septembre et les marchés continuent à anticiper de futures baisses. Donc ça, c'est des nouvelles positives et qui nous permettent d'aborder l'avenir, je dirais pas de manière sereine ou complètement optimiste, mais avec un peu plus de confiance. Il est possible que le plus dur ait été passé. L'an passé, justement, vous évoquiez une forme de résilience. Justement, on Oui. est dans cette période-là ou oui, on est encore dans le dur? Moi, je trouve que les entreprises, quand même, s'en sortent pas mal, parce que quand on regarde tous les chocs qu'elles ont essuyés au cours des dernières années, je les ai cités, le Covid, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, la remontée des taux d'intérêt, on aurait pu craindre qu'avec tous ces chocs, il y ait ce qu'on appelait à l'époque, ce que certains appelaient un possible tsunami des faillites. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Les faillites, après avoir connu vraiment une zone très basse en 2020, sont mécaniquement remontées en 21-22, mais pour retrouver un niveau élevé, mais pas un niveau historiquement élevé. C'est-à-dire, on retrouve une moyenne de long terme, en quelque sorte. C'est peut-être un peu plus qu'un retour à la normale, mais par rapport à tous les chocs que les entreprises auxquels les entreprises ont dû faire face, c'est pas si mal. Et ça s'explique par le fait que, au cours des années, je pense, les entreprises ont été très prudentes,
Elles ont veillé à conserver, pour beaucoup d'entre elles, à conserver chaque fois qu'elles pouvaient un niveau de capitalisation élevé. Elles ont veillé à être très réactives pour préserver leurs marges. Elles ont veillé également à conserver des niveaux de trésorerie, de précaution qui leur permettaient de tenir en période de difficulté, en période de coup de tabac, si je peux me permettre. Et tout ça, ça se traduit par, des niveaux de défaillance à la hausse, mais qui sont pas si élevés que ça. Dans ce domaine, vous travaillez en collaboration avec le tribunal de commerce ? Alors, on a des contacts avec le tribunal de commerce. Maintenant, les deux institutions sont complètement indépendantes. C'est-à-dire que nous, par exemple, on produit notre cotation en toute indépendance, sans demander l'avis du tribunal de commerce. Et quand le tribunal de commerce ouvre une procédure de redressement judiciaire ou quand elle se lance dans une conciliation, elle le fait de son propre chef et selon ses propres critères. On a des échanges de vues avec le tribunal de commerce, mais les deux institutions restent indépendantes, chacune dans leur domaine. Toujours dans ce domaine, comment se situe la Seine-et-Marne par rapport au reste de l'Île-de-France ? Est-ce que c'est un bon élève malgré tout ? Alors, la Seine-et-Marne, je dirais, se situe à peu près dans la moyenne. Alors, ce qui peut créer des différences d'un département à un autre, c'est pas tant la conjoncture que le tissu économique. C'est-à-dire, si un secteur un peu en difficulté est surreprésenté dans un département, oui, ça va affecter la conjoncture du département. Par exemple, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est le bâtiment. Il y a beaucoup d'entreprises du bâtiment qui sont implantées dans notre département parce que elles ont plus de facilité pour le foncier, notamment, pour avoir des terrains, pour avoir des entrepôts, ce qui les empêche pas de travailler sur Paris ou la Petite Couronne. Donc là, oui, c'est quelque chose d'un peu plus négatif. Si par contre, un autre secteur, un autre qui me vient à l'esprit, le secteur de l'aéronautique, qui a connu quand même une conjoncture très dynamique au cours des derniers mois et assez fortement représentée, ce qui est le cas aussi dans notre département, là, ça aura un effet positif. C'est plutôt ça, à mon avis, qui va faire des différences d'un département à un autre. Parlons des particuliers, oui, et notamment du surendettement, c'est l'une de vos missions. Oui. Il avait augmenté de 15% en 2023. Oui. Qu'en est-il cette année ? Est-ce qu'on peut déjà annoncer un peu la tendance ? Alors oui, le surendettement va probablement être à nouveau en hausse en 2024 par rapport à 2023. Alors là aussi, je crois qu'il faut regarder un petit peu une moyenne de long terme, c'est-à-dire que on est en hausse depuis 2021, mais cette hausse fait suite à une baisse continue au cours des 10 années qui ont précédé, et elle fait suite également à une chute des dépôts de surendettement en 2020 pour le Covid. Donc là aussi, comme pour les entreprises, il y a une partie rattrapage, un peu mécanique, c'est-à-dire que l'absence, le très faible niveau de dépôt de dossiers de surendettement au moment du Covid avait un caractère un peu atypique, un peu anormal. Donc là, on retrouve un peu la normale. Et puis, comme pour les entreprises également, il y a eu quand même des effets un peu compliqués pour les particuliers. Ça a été l'inflation. Et l'inflation, pour certaines personnes, pas de façon généralisée, mais pour certaines personnes, ça a pu se traduire par une baisse du pouvoir d'achat. Ceux qui avaient un salaire qui n'a pas été rehaussé au niveau de l'inflation, forcément ils ont moins d'argent pour faire face à leurs dépenses. Et puis les ménages ont pu également subir eux aussi la hausse des taux d'intérêt, notamment sur les crédits à la consommation. Donc c'est pas très surprenant qu'on ait une remontée des incidents de paiement et qu'on ait également une remontée des dossiers de surendettement. Donc le surendettement reste finalement un problème plutôt structurel que conjoncturel ? Alors,
C'est structurel, je dirais, depuis qu'on a créé la loi sur le surendettement en 1990. C'est-à-dire qu'il y a toujours un volume de dossiers de surendettement quasiment incompressible. Parce que pour des personnes qui ont des revenus modestes, on tombe assez rapidement dans l'incident de paiement et dans des situations compliquées. Il peut également y avoir ce qu'on appelle les accidents de la vie. Par exemple, un divorce. Un divorce, ça crée assez facilement une situation de surendettement parce que là où il y avait un seul logement, maintenant il y en a deux. Éventuellement, c'est un peu compliqué s'il y avait un crédit qui était en cours de vendre l'appartement ou la maison. Voilà, il y a les divorces, il y a les situations de chômage, il y a les situations de maladie. Et puis, il y a également des personnes qui se laissent peut-être un petit peu convaincre par les publicités, l'incitation au crédit facile. Ça, c'est un problème un peu structurel qui a toujours existé, enfin qui existe depuis qu'il y a du crédit à la consommation et qui, je crois, existera encore longtemps. Donc, ce sont vos ennemis, les crédits à la consommation? Pour la Banque de France, c'est quelque chose qu'il faut gérer? Ce qui est notre ennemi, c'est pas le crédit à la consommation en tant que tel. Parce que le crédit à la consommation, s'il n'y avait pas de crédit à la consommation, on vendrait pas beaucoup de voitures, par exemple. Donc, on en a besoin. Mais ce qui est notre ennemi, entre guillemets, c'est l'excès de crédit. C'est-à-dire que quand les personnes sollicitent des crédits qui vont au-delà de leur capacité de remboursement, là, ils se mettent en difficulté et malheureusement, des fois, ils viennent nous voir. Alors, justement, le dispositif EducFi, l'éducation financière, c'est quelque chose qui est en rapport avec cette situation de surendettement, j'imagine? Oui, entre autres. Alors, EducFi, c'est une activité nouvelle qui a été lancée par la Banque de France il y a quelques années. Alors, on peut présenter EducFi un petit peu comme un dispositif préventif, puisque l'idée d'EducFi, c'est de mieux diffuser la compréhension des mécanismes budgétaires, économiques, pour les particuliers et notamment les publics fragiles, éventuellement également pour les très petites entreprises, parce que des fois dans les très petites entreprises, on voit, je parle notamment à des artisans qui on peut se mettre à leur compte parce qu'ils maîtrisaient bien leur métier, mais ils n'avaient pas forcément toutes les clés de compréhension du fonctionnement d'un compte de résultat, la différence entre la notion de cash flow, la notion de résultat, etc. C'est pas si évident. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'aider le grand public, de contribuer à ce que le grand public maîtrise mieux ces mécanismes-là pour lui éviter de se mettre en difficulté. Alors, EducFi, en fait, maintenant, ce qu'on privilégie, alors, on s'adresse au public en difficulté via ce qu'on appelle un public relais, qui sont les travailleurs sociaux ou les associations qui viennent en aide à ces personnes-là, puisque ça nous permet de démultiplier notre effort. Si on devait s'adresser potentiellement à des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes avec nos petits effectifs, on n'irait pas très loin. Mais si par contre on donne des clés, on donne des supports, on donne des informations aux travailleurs sociaux, aux associations, on peut toucher un public beaucoup plus large. On intervient également auprès des missions locales pour des jeunes qui peuvent être en difficulté. Donc ça nous permet d'avoir un contact plus direct avec ces jeunes-là. On a également fait des actions en coopération avec l'Éducation nationale pour aider également à la compréhension de tous ces mécanismes. Alors, on est intervenu dans les classes. Maintenant, ce qu'on va privilégier, et c'est également des interventions plutôt auprès des enseignants. Alors, sur la base du volontariat, c'est une ressource qu'on met à leur disposition. Il n'y a pas du tout d'obligation pour eux à venir nous voir ou à utiliser nos supports. Et puis, on est également intervenu dans le cadre du service national universel. Et vous savez qu'on a un gros centre de SNU ici en Seine-et-Marne, qui est situé à Sourdin, à côté de Provins, qui est l'un des plus gros de France, je crois. Et donc là, on avait également eu le plaisir de former plusieurs centaines de gens
sur ces questions-là dans le cadre du SNI. Dans le même esprit et en Seine-et-Marne, oui, précisément, vous avez instauré et vous présidez le conseil départemental de l'inclusion financière. Oui. Quel est le rôle de cette instance nouvelle? Alors, le CDIF, le conseil départemental de l'inclusion financière, l'idée, c'est de regrouper l'ensemble des acteurs qui sont partie prenante aux questions d'inclusion financière. Alors, question d'inclusion financière, ça peut être les questions classiques dont on a déjà parlé, le surendettement, les incidents de paiement, l'accès également au système bancaire avec le droit au compte, mais ça peut également toucher des questions comme le microcrédit, comme l'électronisme, la difficulté que peuvent avoir certaines personnes à faire leurs démarches en ligne, puisque de plus en plus, en fait, on incite, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, les gens à prendre leurs renseignements et à faire leurs démarches en ligne. Tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec ces médias-là. Vous voyez, on a parlé également des fraudes, avec récemment des fraudes dans le cadre du système bancaire, dont sont victimes beaucoup de particuliers. C'est une problématique qui monte très fortement. Et l'idée, c'est de mettre autour de la table les différents acteurs. Donc les différents acteurs, c'est les acteurs publics, donc évidemment la préfecture, la DDFiP, nous-mêmes, les banques qui sont très invitées à venir participer, c'est des acteurs importants, évidemment, et puis toutes les associations qui viennent en aide aux particuliers. Alors ça peut être des associations comme l'UFC Que Choisir, comme le Secours catholique, enfin vraiment des associations de toutes obédiences et de toute spécialité. Alors nous, on introduit un petit peu le sujet avec des informations objectives sur la réglementation applicable, le fonctionnement, et puis des différents dispositifs, et puis également un certain nombre de données statistiques, puisque vous savez qu'on gère l'observatoire pour un observatoire national, l'observatoire de l'inclusion financière, qui collecte beaucoup de données sur ces problématiques. Donc on a beaucoup de données qu'on peut également diffuser auprès de ces acteurs-là, et puis après d'organiser un dialogue, et puis également de créer des passerelles entre les différents acteurs. C'est important que les gens se connaissent, puissent se contacter, et puissent trouver des moyens de coopérer pour résoudre plus concrètement les problèmes. La parole du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, est toujours attendue et écoutée. Comment vous expliquez cette situation qu'on peut comparer un peu à la Cour des comptes? Oui, alors je pense qu'il y a deux éléments qui peuvent contribuer à expliquer l'intérêt porté à la parole de François Villeroy de Galhau. Le premier élément, c'est évidemment l'expertise que la Banque de France a pu acquérir dans un certain nombre de domaines. On est quand même une institution qui existe depuis 200 ans. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure de la cotation des entreprises, l'analyse financière, etc. C'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Le fichier bancaire des entreprises, il a été créé dans les années 1960. Et avant le fichier bancaire des entreprises, un des métiers principaux de la Banque de France, c'était réescompter les prêts qu'avaient fait les banques commerciales auprès des entreprises. Et en fait, l'accord de réescompte, il se fondait sur une analyse financière portée sur l'entreprise bénéficiaire du crédit. Vous voyez que ça remonte très très loin. Ça, c'est le premier élément d'explication, l'expertise, je dirais, et la réputation qu'a pu acquérir la Banque de France dans un certain nombre de domaines. L'autre élément d'explication, c'est l'indépendance de l'institution. L'indépendance de l'institution, elle est maintenant garantie depuis le traité de Maastricht, qui a été traduit dans les nouveaux statuts de la Banque de France en 1999.
1993, oui c'est ça, 1993 de mémoire. Et en fait, la Banque de France est une institution publique, mais c'est une institution publique qui parle de façon complètement indépendante des autres pouvoirs publics, un peu comme la Cour des comptes, et voilà, et qui se fonde sur ce qu'elle observe, sur la nature de ses travaux, et évidemment sur ce que les textes lui permettent de faire.